Bonjour, je vous remercie de vous être déplacé en grand nombre cette année. Donc, c'est une année particulière pour la filière avec le renouvellement de la filière. Et je tenais vraiment à remercier très sincèrement et chaleureusement Denis Morin. Je me souviens, il y a une petite dizaine d'années, en fait, la filière a été constituée par les centres de référence maladies rares. On avait passé, je pense que Laurence s'en souvient bien, hein, nos vacances de la Toussaint à monter en fait tout ce dossier filière maladies rares et Denis nous est apparu évidemment en fait une évidence pour l'animation en fait de cette filière. Il a fait avec Jennifer très rapidement mis en place ah ben voilà Laurent. Euh, énormément de choses, structurer toute cette animation de la filière qu'il fallait mettre en place avec les centres de référence, avec les missions de chacun, et maintenant, en fait, avec une organisation et énormément de personnes qui gravitent dans cette filière. Donc, ce projet de relabellisation est un peu particulier parce que Denis a décidé, en fait, d'arrêter l'animation de la filière, et donc je m'étais proposée comme candidate pour reprendre, en fait, cette animation. Donc, on est en train, comme ce qui vous a été dit, de monter le dossier de relabellisation avec un relais progressif qui s'est instauré avec Denis depuis le mois d'octobre, date à laquelle, en fait, du coup, ma candidature avait été validée par la filière. Donc, globalement, il y a certaines choses dans l'organisation, en tout cas de la filière, qui vont complètement perdurer, à savoir l'équipe d'animation et de co-animation va évidemment et ancrée fortement sur un binôme entre néphrologue adulte et néphrologue pédiatre, ce qui va complètement perdurer, avec Jennifer Radenac bien évidemment comme chef de projet, avec tout l'ensemble pour le bureau qui a fait l'objet d'élections et qui va également complètement continuer dans son organisation et le conseil scientifique. Tous les chargés de mission et toutes les personnes qui travaillent actuellement au sein de la filière, si elles le souhaitent évidemment, vont être complètement maintenues avec des conventions qui sont en train en fait d'être retravaillées avec pour qu'il y ait un lien et une continuité entre le CHU de Montpellier et les hospices civils de Lyon qui ont déjà l'habitude d'accueillir en fait des filières, et on est en train de s'organiser et les finances de la filière le permettent complètement pour que justement il y ait une continuité et une absence d'interruption en fait dans les différentes conventions. Donc ça, il faut vraiment que l'ensemble des personnes soient bien rassurées et ça va complètement être maintenu. On essaiera d'organiser des entretiens avec chacun pour voir en fait quelles sont les attentes, quels sont les besoins en fait de l'ensemble des personnes de la filière. Donc, concernant l'équipe d'animation, moi, c'est ce que je vous dis, c'est ce qui vous a déjà été dit, avec un relais progressif entre Denis et moi déjà depuis le mois d'octobre. L'équipe de co-animation, évidemment, entre Vincent Audard, sur lequel je vais pouvoir m'épauler, et qui a déjà toute l'expertise, en particulier avec les liens de la DGOS. Et je vais déjà être impliquée dans les réunions, en fait, qui vont, avec la DGOS, qui vont démarrer là en début 2025. Et puis après, notre binôme avec Émilie qui va se mettre en place progressivement. Donc ça, c'est tout ce que je vous ai dit. Euh, Concernant voilà, l'établissement de rattachant, donc les hospices civils de Lyon qui accueillent de mémoire déjà à peu près trois filières. Les frais de gestion sont à peu près les mêmes en fait qu'à Montpellier. Il y a juste que par rapport à Montpellier qui prend 15% sur l'enveloppe globale, là en fait Lyon prend 15% sur les montants réels. Ça veut dire que pour les conventions qu'ils font avec les CHU extérieurs, par exemple avec Montpellier, avec Nantes, ils ne ponctionnent pas 15% et ils considèrent que c'est le CHU avec lequel a été fait la convention qui doit appliquer les frais s'il doit y en avoir. Donc, la continuité, elle va être assurée, et c'est ce qu'on a défini avec les finances sur Montpellier jusqu'à mi-2025, et puis après, un relais avec les hospices civils. Alors, ça implique quand même qu'il y avait certaines personnes qui avaient comme objectif d'être stagiairisées pour l'année en fin 2024, et donc ça, pour l'instant, c'est un petit peu gelé, mais à partir du moment où on aura la notification de la relabilisation de la filière, on va essayer de négocier avec les CHU de ces personnes-là pour essayer vraiment de stagiairiser parce que c'est très important pour ces personnes-là et c'est aussi important pour qu'on puisse les garder. Il y a des personnes, il y a la secrétaire de la filière qui est dans ce cas-là, il y a des personnes en fait qui sont en néphrogénétique et qu'on doit vraiment pouvoir garder. Donc
Là, actuellement, dans la labellisation, il nous est demandé en fait de développer quatre axes pour définir en fait les grandes orientations de la filière dans les années à venir. Donc, notre objectif, c'est bien sûr de mener à bien les missions qui sont déjà en cours et de répondre en fait aux futurs axes qui vont être définis par le PNMR4, PNMR4 qu'on n'a pas encore, qui saurait tarder. Donc, je voulais vraiment insister sur la place du patient qui est vraiment centrale en fait dans nos missions et de ses aidants, des associations de patients qui sont vraiment à l'heure actuelle des acteurs à part entière dans leur parcours de soins, avec des interactions avec les équipes des centres de compétences, des centres de référence, des plateformes maladies rares. Les patients participent en fait au bureau et au conseil scientifique de la filière et c'est vraiment leur voix est extrêmement entendue pour tout ce qui est thématique des PNDS, les programmes ETP, les différents événements pédagogiques. Et actuellement, on y reviendra. On a tout un programme justement pour augmenter le nombre de patients experts au sein de la filière, qui était une attente très forte des associations et des centres de référence. Donc, les quatre axes sont le diagnostic et prise en charge, la recherche clinique est fondamentale, les liens avec l'Europe, dont les ERN et l'international, et la formation et information. On a fait le choix de définir deux référents pour chacun des axes avec un néphrologue pédiatre et un néphrologue adulte. Donc, j'attends encore le retour de certaines personnes et c'est pour ça que les noms ne sont pas implémentés, mais pourra vous les donner rapidement. En tout cas, on a veillé à ce qu'il y ait une représentativité, donc néphrologue adulte, néphrologue pédiatre, et que les quatre centres de référence puissent avoir deux référents. Donc, concernant ces axes de développement, le premier qui est diagnostic et prise en charge. Donc là, il y a une place très importante pour la filière de la néphrogénétique pour limiter l'impasse et l'errance diagnostique en facilitant l'accès aux tests diagnostiques. Et actuellement, il y a une problématique, vous le savez tous, de reconnaissance de l'expertise des laboratoires de biologie moléculaire avec des étapes de validation post-rendu de résultats qui sont mal codés, mal codifiés et qui sont très chronophages pour les laboratoires. Donc là, vraiment, la filière et ça va être une problématique interfilière pour arriver en fait à mieux faire reconnaître cette expertise-là. Actuellement, grâce à toute une équipe d'architectes qui sont en fait sur l'ensemble du territoire, on arrive à mieux implémenter Bamara, la base de données nationale maladies rares, en particulier avec un soutien auprès des centres de compétences. Et je remercie vivement en fait toutes les personnes qui participent à cette implémentation. On va tenter de mettre en place des outils d'aide au diagnostic, en particulier pour les pathologies lithiasiques, avec l'équipe de Lyon, avec Sandrine Lemoine et Laurence Derain pour toute la partie exploration fonctionnelle rénale, maladie lithiasique. Et puis, vous verrez un calcul, en fait, pour que les prescripteurs puissent connaître, en fait, le calcul en ions, en alcalinisant, en sodium et en potassium quand ils en ont besoin. Concernant la prise en charge, c'est le rôle central de l'Observatoire des traitements, en particulier avec le docteur Emery. Donc, on va essayer de développer certaines RCP spécifiques et en particulier en néphrogénétique avec les RCP d'aval qui ont un peu de mal à démarrer. Il y a toute la partie traitement qui est capitale dans les PNDS et on a été confronté en fait cette année un refus de la sécurité sociale de rembourser en fait certains traitements parce que ce n'était pas suffisamment clair dans le PNDS. Donc c'est vrai que ça nous a fait un retour très concret et donc on va être extrêmement vigilant à vraiment détailler de façon précise parce que finalement, et c'est quelque part quand même une bonne nouvelle, ça devient des documents opposables pour les médecins. Concernant les outils d'ETP, la transition et le calcul d'alcanisant, c'est ce que je vous ai dit, on parlera de l'ETP tout de suite après. Et actuellement, on a pu développer 12 cartes d'urgence pour les pathologies, je dirais, un petit peu phares et les plus fréquentes. Et on va continuer à implémenter en fait ces cartes d'urgence qui sont importantes pour les patients. En pratique, il y a le référent
le référent du patient, le PNDS qu'on peut télécharger et donc à chaque fois que le patient se déplace en fait dans un service d'urgence régional, le médecin qui est confronté au patient peut télécharger très rapidement le PNDS. Et puis, c'est vraiment les mesures d'urgence avec les risques, par exemple l'hypokaliémie dans un certain nombre de Gitelman. Le deuxième axe est la recherche fondamentale et clinique. Le projet, ce serait de mettre en place une cellule recherche euh, qui permettrait d'accompagner en particulier les plus jeunes, il y a une faute, dans leur projet. Actuellement, en fait, on a beaucoup de jeunes qui, pour leur mémoire de DU, leur mémoire de thèse, leur thèse médicale, ont besoin de reprendre des données du service ou des données de la BNDMR et ils se trouvent souvent un petit peu démunis pour savoir en fait quelles sont toutes les démarches qu'ils doivent faire. C'est vraiment en parallèle de l'aide que peut apporter évidemment les CIC locaux, qui est extrêmement importante. Et donc, ce serait pour avoir en fait quelques personnes référentes pour que les jeunes puissent en fait les interpeller pour dire, ben voilà, j'ai tel projet avec telle équipe. Maintenant, est-ce que en fait, qu'est-ce que je dois faire localement avec tous les agoras, les CPP, etc. Évidemment, on va pérenniser, ça va de pair, hein, enfin, c'est dans la continuité, le séminaire de pratique de recherche clinique et je remercie vivement, je pense que c'était il y a la semaine dernière, les personnes qui participent et qui l'animent. Voilà, on a eu à peu près plus de 20 publications qui sont déjà sorties grâce à ce séminaire. Ça aussi, pareil pour les jeunes, ça leur permet en fait d'avoir une cohésion, de mieux se connaître. Donc c'est vraiment extrêmement important. Pareil pour la journée de recherche avec les néphropédistes qui est dédiée à la présentation des travaux qu'effectuent en fait les plus jeunes au sein de la filière, au sein de la société de néphropédiatrie et qui est inclus dans une des semaines du DU de néphropédiatrie. On apportera le soutien à la constitution de cohortes de registres français. On va perdurer l'aide qui est apportée à PINS SNP et les différentes cohortes radicaux, ainsi que le maintien des appels d'offres. Il y a 10 projets de recherche qui sont financés à hauteur de 15 000 euros chaque année et on a de plus en plus de dossiers qui sont soumis. Donc, voilà, c'est vraiment très intéressant et peut-être que dans les années, il faudra éventuellement augmenter cette enveloppe pour pouvoir répondre en fait à ces différents projets. L'appel d'offres, en fait, pour 15 projets, ça représente pas forcément beaucoup à l'échelle d'un projet, mais parfois ça sert en fait à impulser le début du projet qui va pouvoir ensuite obtenir des financements plus importants et c'est ce qui s'est déjà réalisé à plusieurs reprises. Concernant l'Europe et l'international, il y a actuellement un projet important pour les prochaines années qu'il va falloir mener à bien, qui est le rapprochement de la filière avec des filières avec les ERN. On a la chance d'avoir une ERN qui est extrêmement active, très bien organisée, très bien coordonnée et qui est déjà impulse en fait énormément de projets. On a tous répondu à des questionnaires. On participe à la rédaction de guidelines. Il y a 9 groupes dans lesquels, en fait, chaque centre de référence et la filière a des représentants et qui sont chair ou co-chair. Donc ça, on va vraiment continuer, en fait, cette mission. Actuellement, on est tous en train de remplir en fait les données de suivi épidémiologique avec la BMDMR, où on n'en voit pas forcément actuellement les publications comme on peut le voir en fait, qui vont en découler, hein, comme on peut le voir avec AirCraig, qui est extrêmement actif. Et finalement, la mise en place de cette interopérabilité pourra probablement apporter énormément de données à l'Europe. On représente quand même 23% des données et pouvoir avoir le dynamisme de notre ERN dans la publication et l'utilisation des données. Donc ça, c'est extrêmement important. Les ERN aussi essaient d'être plus visibles à l'échelle nationale, à l'échelle des centres de référence, avec le projet Jardin. Et donc ça aussi, ça a commencé en fait en début d'année et c'est quelque chose qui va se perdurer dans les prochains mois. Concernant AirCraig,
l'intérêt de passer vraiment à l'Europe, et ça, on en est tous convaincus, c'est pour les pathologies ultra rares. Ça permet en fait d'augmenter les cohortes, d'avoir des requêtes spécifiques et de pouvoir mener à bien à l'échelle européenne tous les essais et toutes les données rétrospectives. Voilà, je vous ai dit qu'on participait déjà aux 9 groupes de travail de HERCNET. Concernant la formation et l'information, la filière apporte depuis sa mise en place un soutien important au DU maladies rares, à la fois en participant à la dispensation de l'enseignement, mais également en soutenant des étudiants en participant aux frais en fait à la fois d'inscription et les frais qu'ils ont en fait pour assister en fait aux cours, sachant qu'il y a des sessions qui sont faites en distanciel le mercredi après-midi pour justement faciliter les inscriptions de ces étudiants. C'est plutôt destiné aux néphrologues adultes, puisque en fait, le DU de néphropédiatrie est à 90% déjà des maladies rares. Euh, il y a actuellement une cellule mobile. Ah oui, non, le projet, c'est d'essayer de mettre en place des cellules mobiles ETP au sein de chaque structure locale en lien avec les plateformes maladies rares. Et avec la plateforme ARA, on vient de déposer un projet pilote. L'objectif localement, c'est que monter et organiser les programmes ETP est extrêmement chronophage. Et parfois, on se retrouve avec deux, trois patients, alors qu'en fait, toute l'équipe y a passé énormément de temps. Donc, l'objectif, c'est de voir si on ne peut pas mutualiser certains ateliers, comme l'estime de soi, comme tout ce qui est droits sociaux, la sexualité, par exemple, au sein de plusieurs pathologies, pour pouvoir, en fait, augmenter le nombre de personnes qui puissent pardon, participer à ces programmes. Et ça peut se faire avec des équipes mobiles qui sont en lien avec les équipes locales et qui peuvent proposer cette coordination et aller chercher au plus près les patients qui pourraient bénéficier de ces programmes. Au niveau des équipes cancer, ils sont déjà extrêmement bien organisés avec ces équipes mobiles et beaucoup plus actifs que nous. Donc vraiment, on va essayer d'apprendre en fait de leur expérience. On va apporter évidemment le support à la formation initiale et continue médicale, paramédicale, dont la place actuellement, certains services sont dotés d'IPA, hein, des infirmières en pratique avancée. Et donc, il faut qu'au niveau de la filière, on puisse intégrer ces nouveaux profils de professionnels pour voir quelle pourrait être leur place et qu'est-ce qu'elles pourraient apporter en fait à la filière. On va continuer à développer le lien ville-hôpital, qui est un des axes du PNMRK pour essayer de sensibiliser au mieux les médecins libéraux. Voilà. Vous avez des questions pour Merci Aurélien? Des points qui vous paraissent à préciser ou à développer? Ça a été très clair. De toute façon, l'après-midi va être consacré aussi à reprendre un certain nombre de ces thématiques. Gardez vos questions pour tout à l'heure. Ben, je te laisse la parole Avec puisque Anouk est va être là. On va vous parler de l'ETP. Alors, Anouk Sorin est à Nantes, est pharmacienne. Alors, malheureusement, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui avec nous, mais vraiment, on pense à elle parce qu'elle est vraiment extrêmement active, en fait, dans l'ETP. Elle a déjà fait un travail énorme et vraiment, on le remercie très vivement. Donc, on va articuler en fait la présentation en 4 parties sur les formations là qui viennent de démarrer, sur la plateforme Stimulable, sur l'exemple en fait du programme en IETP avec la cystinose, et puis peut-être que certaines collègues aussi voudront parler de tout ce qui est mis en place pour la mallette ETP en néphropédiatrie, et ce n'est qu'un point d'étape. Ah, ouais.
Du coup, moi, je vais vous parler de la formation ETP en fait qu'on est en train de mettre en place. C'est une formation qu'on a décidé de mettre en place justement pour pouvoir favoriser la formation des patients et des professionnels en éducation thérapeutique. Donc, on a commencé à avoir cette discussion à la rentrée. On a constitué un petit groupe de travail pour travailler sur cette formation. Donc, on a fait une première rencontre en novembre. On avait lancé un appel à candidature, etc., qui a permis de pouvoir sélectionner 15 personnes qui feront partie de cette formation. Donc, c'est une formation qui est organisée avec un formateur qui s'appelle EduSanté et qui a commencé déjà depuis novembre. Donc, on a eu une première rencontre en vidéo qui a permis d'organiser un peu la formation, présenter comment ça allait se passer. Et ensuite, on a une prochaine réunion qui sera organisée en présentiel cette fois avec le petit groupe de personnes. Donc, il y aura 11 personnes sur place à Paris et on a des personnes qui viennent, donc je vais vous montrer, de Guyane justement, et qui seront à distance. Donc, on pourra aussi, qui pourront participer à la formation. Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif des profils des participants à cette formation. Donc, on a des patients, des professionnels de santé, des personnes qui sont à la fois professionnelles et proches, des proches et des patients qui sont aussi des accompagnants. Donc, c'était pour vous montrer un petit peu. Donc, on a aussi des gens qui viennent de partout en France et on a plusieurs associations de patients qui sont représentées donc, dans cette formation. Donc voilà, donc ça c'est un deuxième point sur l'éducation thérapeutique qu'on a lancé, c'est Stimulable. Je sais qu'il y a déjà quelques centres qui travaillent avec. Et l'idée c'était vraiment d'apporter un soutien à la formation en IETP, donc en apportant une solution en ligne, donc avec la société Stimulable. Donc on a commencé à travailler avec eux, donc on a des projets en cours avec la cystinose. Donc, les séances sont en train d'être mises en place. C'est tout, c'est le tout début, mais en tout cas, l'idée, c'était de vous informer sur le fait que vous allez pouvoir justement utiliser cette plateforme pour mettre en place vos programmes IETP. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des programmes à mettre en place. Euh, hop. Je vous laisse prendre la parole, justement, qui prend la suite. Euh, on voulait vous donner un petit peu l'exemple de la cystinose, qui est du coup une maladie ultra rare, à peu près 100 à 150 patients, la moitié d'adultes, et donc avec des profils très hétérogènes et des patients qui sont vraiment dispersés sur l'ensemble du territoire. Actuellement, là, toujours la problématique qu'on a, c'est les déclarations au sein des ARS d'un programme de IETP. Vous savez que si vous avez déjà déclaré un programme d'ETP, ça doit se faire dans votre ARS. Et là, quid des programmes de IETP qui vont intéresser des patients en fait sur l'ensemble du territoire. Il y a enfin, Anouk va conduire des discussions du groupe de travail interfilière parce qu'évidemment, ça n'intéresse pas que la filière orchide. Et on a quand même l'espoir que dans justement le futur PNMR4, ils puissent prévoir en fait une case en fait pour pouvoir déclarer un IETP au niveau national. Ça pose les questions de savoir quand le patient, par exemple à Nantes, va faire un programme qui va être déclaré à Paris, où se passe la valorisation de l'activité. Donc voilà, il y a plein de questions pratiques en fait qu'il faut arriver à régler. Donc pour monter ce programme, on a quand même avancé et on a des groupes de travail où on s'est déjà rencontrés en virtuel à peu près 3-4 fois. Il y a un groupe parents d'enfants qu'on anime avec Anouk et Chloé Grosieux, un groupe adulte avec Sandrine Lemoine et Aude Servet. Et donc, on discute de façon active en fait du contenu des séances à apporter et on essaie de monter à peu près 2 à 3 ateliers par groupe pour l'instant en lien avec Stimulab. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a créé en fait un groupe, en tout cas pour le groupe parents d'enfants, avec ce sont des mères qui participent à la formation qu'on a proposée et donc qui vont devenir patientes, aidants experts en tout cas. Et donc, ça a vraiment dynamisé voilà, les compétences.
on va essayer d'organiser une journée d'information pour les patients. On en avait fait une il y a 2 ans. On les fait en alternance avec la réunion européenne, où on avait fait en fait des groupes de parole que sont en train des focus group que sont en train de publier Chloé Grosieux. Et donc, on va en organiser une nouvelle en fait fin 2025 pour pouvoir restituer aux patients tout le travail qu'ils ont pu mettre en place. Concernant la mallette, alors, Anouk est en train de travailler avec un designer qui s'appelle Clémentine Marot. Et vous voyez qu'il a proposé en fait un petit personnage sur lequel en fait on va pouvoir travailler avec, je reviendrai peut-être juste après, voilà, pour créer une sorte de mascotte orchide ETP où vous voyez, alors c'est une mascotte non genrée avec une forme de corps humain et des différentes gammes de couleurs pour exprimer les émotions, avec une petite houppette pour appuyer les émotions. Donc, c'est en cours elle nous a envoyé un devis, c'est en cours de validation et c'est une mascotte qui peut évoluer avec le temps de l'enfance à l'âge adulte. Donc, oui, oui, je suis revenue juste en arrière parce qu'il y a eu une présentation à la Société de népropédiatrie de cette mallette outil. L'objectif, c'est qu'Orchid puisse accueillir cette mallette et que cette mallette puisse être diffusée ensuite aux différents centres qui la demandent pour pouvoir appuyer soit des programmes ETP déjà existants, soit les aider à monter de nouveaux programmes. Et c'est Loïse Colliou qui a présenté voilà, ce projet. Je ne sais pas si y en a qui veulent donner des nouvelles de l'état d'avancement de la maladie rénale chronique. C'est Anouk, alors, en arrivant, a fait un énorme travail d'état des lieux des différents programmes qui existaient pour voir si on pouvait pas en mutualiser certains au niveau des différents centres et ensuite identifier les objectifs à développer pour chaque thématique, sélectionner et adapter les ateliers pour les différents centres en fonction de l'existant et créer des fiches d'évaluation avant-après, puisque actuellement on pêche un peu dans l'évaluation de nos programmes ETP pour montrer en fait l'efficacité de ces programmes. Voilà, je pense que c'était le point ETP. Si vous avez des... Donc, le message peut-être important, c'est celui-ci au niveau de Stimulab. C'est-à-dire que, comme Jennifer vous l'a dit, si vous êtes intéressé par utiliser cette plateforme, il ne faut pas hésiter à la contacter et contacter à nous pour voir en fait quels sont les programmes que vous pourriez monter pour la suite.